Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Purpose, bienvenue à vous Caroline Janvier. Vous êtes désormais une habituée de Purpose. Vous venez ce soir nous présenter votre loi, donc ça y est, l'encre est à peine sèche, que vous allez pouvoir nous exprimer un peu les quelques recommandations fortes et surtout les dispositions que vous mettez dans cette loi. On est ravis de pouvoir un peu faire ce Twitch puisque c'est aussi l'aboutissement finalement d'un cheminement plus long encore pour vous, puisque votre proposition de loi est d'une histoire ancienne, mais aussi pour nous sur Purpose et de l'accompagnement qu'on a pu essayer de faire. Pour les quelques-uns qui nous suivent et qui n'avaient pas eu encore l'occasion de pouvoir un peu suivre cette proposition de loi, il y a eu une consultation préalable, il y a eu aussi des auditions publiques préalables qu'on a essayé de faire sur Twitch, avec toujours cette idée de rendre accessible un peu la fabrique de la loi. Donc là, on rentre un peu dans la phase finale, le meilleur moment peut-être, avec cette proposition de loi qui est désormais finie, prête, et que vous allez pouvoir nous dévoiler pas plus tard que maintenant. Merci à nouveau de venir et de revenir et de respecter et de pouvoir être avec le chat aussi pour pouvoir engager ces débats. Et puis c'est à vous, je vous laisse la parole notamment pour nous présenter les quelques éléments de cette loi qu'on va pouvoir aussi avoir en ligne désormais. Est-ce qu'elle sera rendue accessible ce soir ? Tout à fait. Écoutez, merci de votre accueil. La proposition de loi, je vous la montre, elle est assez synthétique en réalité puisqu'elle ne comporte que 5 articles. Mais 5 articles qui, s'ils sont adoptés, devraient permettre de construire une vraie politique de santé publique sur cette question-là, de la prévention, de l'information, de la sensibilisation, de la formation aussi également, j'y reviendrai. Mais donc voilà, donc c'est ce document-là. Souvent, les propositions de loi, qui sont les lois qui émanent des députés ou des sénateurs, et non pas du gouvernement comme c'est... pour la très grande majorité des cas, ça doit être dans les 90 ou 95% des lois qui sont en réalité donc des projets de loi qui émanent de l'administration et qui sont généralement complétés par une étude d'impact et donc par des documents plus conséquents. Donc là, cette proposition de loi, elle est constituée de façon assez classique, donc avec un exposé des motifs qui explique l'objectif de la loi, qui explique également les différents dispositifs et notamment les différents articles, et ensuite la rédaction de la loi en tant que telle, donc les 5 articles qui viennent modifier des articles déjà existants du Code de santé publique. Et donc là, c'est quelque chose d'évidemment très codifié, on ne peut pas s'amuser à écrire n'importe quoi puisqu'on vient modifier finalement des éléments déjà existants. D'accord. Voilà, et donc elle comprend un certain nombre de dispositions. 5 articles, vous dites. 5 articles, mais en réalité, l'idée, c'est de sensibiliser l'ensemble des adultes, et en particulier les parents, à ces risques, aux risques associés à l'exposition aux écrans, former tous les professionnels, y compris les assistantes maternelles, les puéricultrices, donc les professionnels de la petite enfance, et pas seulement les enseignants ou les personnes qui travaillent en périscolaire, donc les former à ces risques d'une exposition trop importante aux écrans, ça c'est le 2e point. 3e point, c'est la mise en place de messages de prévention, comme on le voit sur les paquets de tabac, comme on le voit par exemple sur la question des fruits et légumes qu'il faut manger en quantité tous les jours. Donc des messages de prévention sur l'ensemble des supports, des écrans, des tablettes, des ordinateurs, des téléphones. La question de la publicité aussi, et ça on y reviendra, mais ça c'est grâce notamment aussi à la consultation. Et le fait effectivement que les collectivités se saisissent de cela et que aux côtés de l'État, et que ça soit inclus notamment dans le projet éducatif territorial. Voilà. Ok. Est-ce que, petite question par rapport à l'ensemble un peu des sujets que vous avez pu aborder, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous retrouvez du coup à rédiger cette loi, j'imagine qu'aussi vous imaginez que forcément derrière le but n'est pas simplement de l'écrire, mais de la faire passer. Est-ce que ça vous a amené à éventuellement renoncer à certaines dispositions, soit parce que vous avez été convaincu par des experts, par des apports de la consultation citoyenne, ou que simplement vous vous dites, moi je pense que c'est à peu près ça qu'il faudrait faire, mais je pense que j'ai à peu près aucune chance de passer, donc je vais un peu réduire la voilure ou changer un peu mon dispositif. Est-ce que vous avez c'est l'attitude qui vous a amené à rédiger cette loi, et est-ce que vous avez quelques exemples pour nous de ce qui pourrait être un peu, non pas des renoncements, mais des petits accommodements raisonnables pour votre loi? Alors, je n'ai pas fait de gros renoncements dans le sens où je n'ai pas eu, et ce qui serait peut-être le cas si j'avais
comment dire, à entrer un peu dans le dur du sujet et donc à entendre notamment les acteurs, par exemple, des jeux vidéo, du numérique. Donc moi, je n'ai pas subi de pression ou même de demande tout simplement d'acteurs économiques me disant que voilà, il fallait qu'on trouve un point d'équilibre entre ce que je propose là et voilà, ce qui serait sans doute le cas quand vous êtes, par exemple, pour un ministre ou quand vous êtes voilà, dans l'administration, effectivement, vous avez ce travail-là à faire. En revanche, j'ai pris, moi, beaucoup d'éléments de ce qui avait été soit dit en audition, soit mis sur la plateforme en tant que contribution. J'ai un exemple notamment que j'avais trouvé intéressant. Il y en a évidemment beaucoup, il y a eu plus de 450 contributions. Mais donc c'était ce petit encart-là qui dit que c'était une contribution qui parlait de la publicité et qui disait attention, il ne faut pas finalement inciter les parents à faire un usage trop précoce et trop important des écrans. Ouais. Et ça nous a, lorsqu'on y a travaillé avec mon équipe, ça nous a fait un peu des nœuds au cerveau parce qu'en fait c'est très compliqué. On ne peut pas interdire à un agent économique de communiquer, très compliqué de limiter la publicité, mais en revanche, on s'est là aussi inspiré de la question de l'alimentation. Et voilà, les bandeaux que vous avez sur les sodas, sur toute l'alimentation qui prévient qu'effectivement il ne faut pas manger trop gras, trop sucré. Donc effectivement, cette proposition de loi, elle intègre cette proposition de Paul, qui rejoint d'ailleurs une proposition d'Amandine Vénard, je crois que c'était le collège, et du collège, ouais c'est ça, puis il y en avait une qui rejoignait aussi celle du collège, voilà, exactement, et voilà, et qui disait qu'il fallait faire attention à la publicité. Je la présente ici, mais je crois que vous la voyez aussi à l'écran, et d'ailleurs un collège qui s'exprime relativement bien puisqu'il dit que globalement il faut favoriser les apprentissages, donc c'est des collégiens qui maîtrisent assez bien le sujet. Moi, j'ai essayé forcément de regarder un peu plus aussi les points de débat qu'il y avait dans la consultation. Alors, il y en a finalement assez peu, puisque vous avez quand même eu 94 à peu près, ou même 95% de votes favorables. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui au moins soutiennent la cause, ou au moins le sujet que vous portez. Et après, il y avait quelques points qui étaient notamment sur les dispositions concrètes à mettre en œuvre, et avec éventuellement des réserves ou des points de débat pour vous inciter aussi à aller un peu plus loin. Donc si vous êtes d'accord, je voudrais bien un peu vous interroger sur ce point. Il y avait notamment une première réserve qui était de dire, en fait, c'est pas tant la régulation des écrans que la régulation des contenus qui devrait être mise en place. Est-ce que dans votre proposition de loi, vous avez pu répondre à cette problématique-là, et est-ce que finalement l'opposition écran-contenu, elle est si évidente et si claire que ça ? Alors, vous avez raison, j'ai eu beaucoup de contributions sur la question des contenus. De la même façon que beaucoup de collègues députés qui ont souhaité participer aussi à cette mobilisation étaient plutôt interpellés sur les aspects de contenu et particulièrement la question de l'addiction aux réseaux sociaux, tout le modèle économique l'économie de l'attention des réseaux sociaux, la question aussi de l'exposition à la pornographie, le cyberharcèlement. Et donc là, effectivement, on est plutôt sur du contenu. Ça, honnêtement, j'y suis pas allée pour plein de raisons, parce que ça n'était au départ pas l'objet de ma proposition de loi, qui était vraiment de dire une exposition trop importante, encore une fois, en nombre d'heures, et trop précoce, c'est-à-dire à un âge, à moins de 3 ans, évidemment, c'est beaucoup plus ennuyeux que pour les 3-6 ou pour les 6-9, a des effets sur le sommeil, sur l'alimentation, sur les apprentissages, sur le langage, sur tout ça. Et pour moi, j'avais pas envie de complexifier les choses, d'autant plus que la question des contenus, elle renvoie à des échanges que j'ai pu avoir, que j'ai commencé à avoir avec, par exemple, YouTube, avec Google, sur la façon dont on adapte des outils, dont on crée. Donc, ça me semble être une problématique un peu différente. Et ça, en effet, ça figure pas dans ma proposition de loi. Alors, on avait une deuxième question aussi par rapport à réserve un peu, qui était le point de départ étant de parler d'un consensus scientifique, ou en tout cas je ne sais pas s'il y avait consensus scientifique, mais en tout cas de très nombreux témoignages d'éducateurs, de parents qui parlaient de la question quand même des troubles de l'attention. Mais il y a quand même eu sur la contribution en ligne quelques personnes qui contestaient la validité des études. Alors, pas forcément pour dire qu'on était sur un scandale total, mais disaient que ces études étaient trop récentes. La question qu'on se posait, nous, en lisant un peu ces éléments-là, c'est vous, en tant que parlementaire, qu'est-ce qui vous amène de temps en temps à vous dire en fait, c'est super, j'interviewe des experts, j'ai des auditions, mais j'ai un scientifique qui me dit c'est absolument le mal du siècle, c'était le thème de cette campagne. J'ai d'autres scientifiques qui nous disent non, en fait, je suis assez réservé. Dans ces cas-là, est-ce qu'on arrive à peu près, est-ce qu'on doit renoncer à l'idée d'avoir un consensus scientifique total
Et est-ce que ce débat-là scientifique, on vous l'a opposé, ou vous considérez qu'en fait, il y a quand même eu, de ce que vous avez lu et entendu, une sorte de quand même consensus relatif sur la question? C'est une question qui est fondamentale, parce qu'effectivement, il en va de la crédibilité, évidemment, de la démarche. Alors, il y a un consensus, c'est-à-dire qu'il y a, les effets à partir duquel moi j'ai construit cette proposition de loi sont des effets qui sont avérés et qui font en effet consensus, c'est-à-dire le lien, la corrélation qu'il existe entre, encore une fois, un temps d'exposition trop important et trop précoce aux écrans et le langage, donc on multiplie par exemple par 6 les troubles primaires du langage, le sommeil, 1 heure d'écran, 15 minutes de sommeil en moins, donc ça altère à la fois la qualité et la quantité de sommeil, l'alimentation, les risques d'obésité, les interactions sociales. Voilà. Donc moi je suis vraiment partie sur ce qui faisait, pour le coup, ce qui était à la fois suffisamment documenté et relayé dans des revues qui sont reconnues et par les véritables experts, parce que vous avez beaucoup de gens qui s'expriment et qui se disent experts, mais en réalité, quelqu'un qui est par exemple docteur en neurosciences va être évidemment plus pertinent sur la question du développement cognitif et de la façon dont l'écran peut affecter la mémorisation, les apprentissages scolaires, que quelqu'un qui n'a pas cette formation-là. Donc quand on parle d'expert, moi je crois que c'est important d'une part de vérifier effectivement la discipline dont il est expert, et d'autre part les éventuels conflits d'intérêts. Vous avez aussi des experts qui sont en réalité un peu jugés partis, et je pense notamment à certaines plateformes. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là où en revanche il y a débat, et c'est pour ça que moi je ne suis pas allée sur cette question-là, enfin là où d'ailleurs où il n'y a pas débat, pardon, où il y a eu des polémiques, mais les autorités scientifiques ont dit qu'il n'y avait justement pas de débat, c'était la question des troubles de l'attention, et même certains ont fait des liens sur les troubles du spectre autistique. Et là, effectivement, la HAS a rappelé qu'effectivement, il n'y avait pas de lien entre l'utilisation des écrans et ces troubles de l'attention. Donc moi je suis vraiment partie de données qui étaient solides et qui ne font en réalité pas débat. Après, vous avez toujours des gens qui vont vous dire oui, mais c'est compensé par d'autres intérêts intéressants. On parle de corrélation et pas de causalité. Mais honnêtement, c'est un peu une façon de noyer le poisson dans l'eau, à mon avis. C'est quelque chose que je suis une petite extension que vous rencontrez régulièrement, un peu ce débat quand vous êtes vous parlementaire avec des experts, des contre-experts, des experts un peu autoproclamés qui viennent vous éventuellement contester certaines vérités. Comment on fait à peu près pour savoir qui a raison dans ces cas-là? Alors forcément, je pense à la vaccination, mais vous avez peut-être sur tout votre mandat rencontré un peu cette question de personnes qui arrivent en vous disant moi je sais. Et d'ailleurs, j'ai fait X années d'études où je vais publier dans X revues, etc. J'imagine qu'on ne peut pas tout savoir. Comment vous arrivez, vous, à peu près à faire un peu le tri, finalement, entre ce que vous considérez les crédibles et les non crédibles? Eh bien, je m'appuie sur, effectivement, les gens déjà qui sont reconnus par leurs pairs, par des instances. On a des autorités scientifiques nationales, on a des autorités scientifiques également dans d'autres pays. Et toute la question notamment de la vaccination, en particulier par exemple la question de la vaccination des enfants, on voit bien qu'on a des sociétés, par exemple la Société française de pédiatrie qui va avoir un avis. Évidemment, cet avis-là a beaucoup plus de valeur. Je dis ça parce que j'ai eu il n'y a pas longtemps un échange avec un collectif comme ça d'antivax qui me disait, regardez, qui me ressortait des tweets de tel inconnu. Et je leur disais, pardon, mais voilà, il y a un moment où vous ne pouvez pas mettre sur la même, le tweet d'un inconnu et une société qui est reconnue par ça. De la même façon que vous avez des revues scientifiques, je pense à The Lancet, enfin vous en avez beaucoup qui sont encore une fois reconnues, ça ne veut pas dire qu'elles ne font absolument jamais erreur et que dans l'histoire de la science elles ont toujours, mais qui sont qui lorsqu'elles publient quelque chose, c'est parce que c'est considéré comme solide, comme significatif sur le plan scientifique. Donc effectivement, moi je m'appuie encore une fois sur ces autorités-là, sur des experts qui parlent de leur champ de compétences et qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Mais je ne me mets pas à la place des experts, parce qu'évidemment, après, à partir du moment... Et puis après, je dirais que moi, mon rôle, enfin je pense que le rôle du politique, c'est qu'une fois qu'on a des avis qu'on estime suffisants, concordants et assez solides, eh bien on prend la décision d'agir dans un tel... Après, il y a un choix politique. Et moi, par exemple, le fait de considérer que c'est le mal du siècle, et même d'employer le terme surexposition, ce ne sont pas des approches qui sont scientifiques, évidemment. Mmh. J'ai encore pas mal de questions liées notamment aux résultats de la consultation, et merci à tous d'avoir évidemment participé. C'est le moment aussi un peu de s'interroger et de regarder sur le chat. Forcément une question qui vous est posée, pour notamment des personnes qui suivent pas mal l'actualité parlementaire. C'est la proposition de loi, elle est écrite. C'est quoi la suite ?
et quelles sont les aventures successives pour cette proposition de loi maintenant qu'elle est rédigée? Alors, elle va être déposée sur le site de l'Assemblée et donc publiée au journal officiel. Hein, c'est le parcours classique d'une proposition de loi. Je vais avoir l'occasion de la présenter à l'Assemblée nationale mardi 22, mardi prochain. Mardi 22. Voilà, avec mes collègues députés qui la soutiennent. Voilà, et à la suite de quoi, elle n'aura a priori pas le temps d'être, sauf évidemment événement extraordinaire qui prolongerait nos travaux à l'Assemblée, mais elle n'aura a priori pas le temps d'être adoptée. En revanche, il reste ensuite deux possibilités. D'une part, que certaines des dispositions qu'elle contient soient reprises par voie réglementaire, décret circulaire. Et d'ailleurs, je fais mention aussi des éléments qui ne figurent pas dans la PPL puisqu'ils sont d'ordre réglementaire. Mettre en place une campagne de sensibilisation, par exemple, ça ne nécessite pas une inscription dans la loi. Des rendez-vous, et aborder cette question lors des rendez-vous médicaux avec le médecin traitant. Et voilà, ça c'est quelque chose de réglementaire. Donc effectivement, je vais en parler aux ministres concernés, hein, Jean-Michel Blanquer à l'éducation, Adrien Taquet, protection de l'enfance, Olivier Véran à la santé, et pourquoi pas d'autres d'ailleurs. Et la deuxième possibilité, c'est que moi ce que j'aimerais, c'est que ça soit aussi un sujet dont on parle au moment des débats de l'élection présidentielle. Voilà. Et c'est pour ça que je vais continuer au mois de février et au mois de mars, à organiser notamment des réunions publiques, des débats. Certains collègues députés m'ont invité. Je vais aller par exemple à Lille dans quelques semaines, et donc on va essayer de continuer à parler de ce sujet-là. Donc il y a le canal législatif, et puis après il y a ce qui était de toute façon l'objet un peu de cette loi que vous avez évoqué, la question de la sensibilisation et de faire émerger ce débat dans le débat public. Pour que cette loi soit reprise, pourquoi pas, dès juin 2022, même éventuellement par quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Vous avez regardé dans les programmes si quelques candidats essayaient de s'intéresser à ça? C'est quand même peut-être c'est une niche, enfin finalement peut-être pas tant que ça. Pour le moment, non, pas tellement. Voilà. Pas non plus le thème prioritaire global pour l'instant de la campagne. Oui, mais il touche beaucoup de gens en réalité, en fait, effectivement. On a une question de savoir sur justement vos collègues parlementaires, à peu près combien aujourd'hui s'associent à votre démarche? Je crois que j'en ai une cinquantaine aujourd'hui, je vais sans doute en avoir plus, mais là, il me semble que pour le moment, on avait à peu près 50. De votre groupe ou c'est un peu pas plus large? Pas seulement. J'avais, vous voyez, quelqu'un comme Virginie Dubuis-Muller du groupe LR qui avait soutenu la tribune que j'ai envie de discuter l'autre jour avec Annie Genevard qui me disait être intéressée. Michel Victory au groupe PS aussi également avait soutenu la tribune. Donc non, pas seulement au sein de notre groupe. Est-ce que pour des parlementaires, c'est plus facile de co-signer une tribune avec d'autres députés, notamment d'autres groupes, que de co-signer une proposition de loi, ou finalement, dès lors qu'ils sont convaincus sur le sujet, on s'imagine toujours que c'est très clanique, mais finalement... Non, vous voyez, moi j'avais signé la proposition de loi d'Éric Coquerel sur la légalisation du cannabis. Et non, je crois qu'il y a un moment, effectivement, quand on est convaincu d'un objectif, ça peut transcender les partis et les appartenances partisanes. Ok. Merci beaucoup. On a une question là pour revenir du coup au cœur de votre proposition de loi sur la question de l'obésité, des troubles cognitifs. Mais est-ce que vous traitez des troubles visuels? Alors j'imagine que oui, mais je vais quand même vous laisser répondre. Je ne sais pas, juste moi, par exemple, troubles visuels. Alors qui sont en effet associés. C'est une bonne question parce qu'effectivement, oui, qui sont tout à fait des difficultés de vision qui sont associées à une exposition trop importante aux écrans. Et ça, c'est une réalité. C'est un énorme sujet, mais ça fera partie, comme les autres effets que j'évoquais, hein, la question de l'alimentation, du sommeil, ça fait partie en effet de cette politique de prévention. Alors peut-être une question sur Nat, si elle est toujours sur Nat Lolwil, si elle est toujours sur le chat, de savoir si pour moi les troubles visuels, c'est au-delà de simplement devoir mettre des lunettes, ou si on parle de troubles un peu plus graves autour de la vue. Mais alors non, ça peut être des maux de tête, ça peut être effectivement une baisse de la vision. Mais le trouble visuel, c'est une vraie question et c'est très important. Mais c'est parfois l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en réalité, beaucoup de parents en sont conscients, ou même d'utilisateurs. On le voit bien, hein, quand on utilise trop un écran, on a les yeux qui fatiguent et tout ça. Et moi, je trouve important aussi de rappeler les autres effets qui sont eux aussi vraiment réels. Par exemple, la question trouble du langage, c'est primordial, parce que la maîtrise du langage, le vocabulaire, la richesse de votre vocabulaire, de votre
notre champ lexical, il conditionne en réalité quasiment l'ensemble des apprentissages, et notamment la réussite scolaire. Donc en réalité, c'est absolument fondamental. La vision, évidemment, que c'est primordial, mais je dirais que c'est quelque chose qui est peut-être mieux connu que les autres effets. On a 2 questions relatives à la possibilité du coup d'intervenir directement auprès des élèves. Alors, je me tourne un peu des collèges et des lycées aussi. Oui. Comment on fait pour aller, c'est plus que le dernier kilomètre de livraison, mais comment on fait pour aller directement toucher ces personnes-là, sachant que je crois que vous aviez des contributions. Il y en avait une ici aussi, où les élèves eux-mêmes parfois disaient que en fait c'est super, à la maison on nous dit qu'il faut s'éloigner des écrans, mais de plus en plus on en a en classe, et on vient nous dire aussi que par ailleurs il faut de plus en plus qu'on se digitalise en classe, donc entre guillemets, mettez-vous d'accord, et on ne comprend pas trop cette double approche. Alors, j'en profite pour vous dire, et reposer cette question qui est posée par Dag Bellard, de savoir comment on touche ces élèves directement. Alors il y a 2 choses. Il y a l'utilisation des écrans dans les établissements scolaires. Ouais. Voilà. Et où ça, effectivement, moi je propose de réguler cela en incluant le temps périscolaire, pause méridienne, le temps le matin et en soirée après les cours, évidemment, pour qu'on n'ait pas des enfants qui, dans certains endroits, passent beaucoup de temps devant les écrans au sein de l'école. Et c'est articulé avec tout l'aspect pédagogique, puisqu'en effet, les écrans sont aussi source d'apprentissage, et c'est aussi le rôle de l'école que d'éduquer au bon usage des écrans. Évidemment que c'est un outil, et il ne s'agit pas d'avoir une approche technophobe en considérant que l'écran par nature est néfaste, ça n'est pas le cas. Donc moi, je considère aussi que l'écran a sa place dans l'école, surtout que généralement, voilà, il y a un apprentissage qui est fait pour justement bien l'utiliser. Et sur la sensibilisation, oui, ça c'était une très bonne proposition, et c'est quelque chose qui est intégré dans ce que j'évoquais, qui est le projet éducatif territorial, avec l'idée de dire il faut que l'académie, donc les enseignants, tout le corps, le personnel enseignant, se mettent d'accord avec les collectivités, notamment les agents qui sont financés et qui gèrent les temps périscolaires, avec les associations pour organiser cela, pour informer les parents, pourquoi pas faire des réunions d'information, et aussi pour proposer des alternatives aux écrans. Quand vous avez des activités, parce qu'on voit bien par exemple que la surexposition, elle touche plus fortement les familles monoparentales, les enfants pour lesquels en réalité les parents n'ont pas vraiment d'autre solution parce qu'ils travaillent tard, et voilà. Et donc ça peut être aussi intéressant, et certaines collectivités, on l'a vu avec le maire d'Arras, proposent justement des après-midi jeux de société, des activités sportives, culturelles, y compris en lien avec les écoles, quoi. Donc ça peut être intéressant aussi. Alors, Nat nous répond en même temps et dit qu'effectivement c'est des problèmes plus graves, de myopie. mais nous annonce a priori 50% des enfants myopes dans quelques années en raison de la surexposition des écrans. Ah oui, donc ça fait beaucoup. Oui. Et il a vu effectivement, comme vous le rappelez aussi, le premier sens utilisé dans les apprentissages. Sur cette question des écrans, il y avait des remarques aussi qui étaient pas mal dans la consultation sur le fait de savoir si vous vous adressiez plutôt aux écrans dans l'espace domestique, ou finalement la question des écrans valait aussi pour les enseignes publicitaires, les écrans alors, dans le métro. Nous, on est à Paris, donc on est exposé à ça, mais en tout cas, finalement, aussi la notion d'écran dans l'espace public qui est très présente, avec parfois des grandes enseignes. Est-ce que ça a les mêmes effets, ou on ne parle pas vraiment de la même chose ici ? Alors moi, j'ai plutôt abordé la question des écrans, mais pas uniquement dans l'espace domestique, aussi, par exemple, dans les haltes garderies, dans des salles d'attente d'hôpitaux. Typiquement, moi, je ne trouve pas normal que quand vous êtes, je ne sais pas, aux urgences pédiatriques, par exemple, il y ait des écrans qui soient voilà, parce qu'éventuellement, vous pouvez avoir des bébés qui vont... Et on sait que... Donc, c'est effectivement plutôt les écrans dans tous les lieux où vont les enfants, et où ils ont un risque d'une exposition importante, ce qui n'est pas le cas d'un panneau publicitaire où généralement, voilà, à mon avis, c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Merci. J'avais noté encore une petite question avant de revoir s'il y a aussi de refaire un tour sur le chat. Dans les questions qui étaient posées, c'était finalement d'être peut-être de demander si la loi pouvait pas être un peu plus radicale ou exigeante, en tout cas la puissance publique, sur tout ce qui pouvait être contrôle parental. Et en fait, de rendre ces outils quasi obligatoires, ou en tout cas plus prégnants, avec la possibilité en fait de pouvoir interdire les consoles, bloquer l'usage des consoles vidéo sur certaines plages horaires ou autres. Est-ce que ça, pour vous, c'est des sujets que vous avez déjà rencontrés? Est-ce que vous pensez que c'est techniquement faisable, cette notion de contrôle parental, mais de le rendre systématique? Après, je pense que toute personne qui a déjà utilisé un contrôle parental, c'est aussi que ça se contourne, hein. Mais voilà. Est-ce que sur ce sujet-là en plus particulièrement... Alors il y a la Chine qui fait ça.
Ah bon? qui limite à 3 heures par semaine pour les mineurs le temps Donc c'est de possible jeux vidéo. techniquement. Voilà, donc il limite, je crois, c'est 3 heures, et puis c'est uniquement le vendredi et le samedi et dimanche. Mais j'ai envie de dire que ça n'est évidemment pas un modèle et que ça nécessite des systèmes pour contrôler l'âge, vous devez avoir des systèmes de reconnaissance faciale. Donc en réalité, ça entraîne tout un tas d'autres mécanismes qui sont à mon avis pas souhaitables. Et donc le contrôle parental, oui, c'est une bonne chose. Hein. On vient de voter une proposition de loi à Vive la Chine. Je sais pas. Donc, mais c'est vrai que moi j'étais surprise notamment par certaines contributions qui étaient en réalité beaucoup plus radicales. Par exemple, le fait d'installer des brouilleurs dans les établissements scolaires. Donc vraiment, et on sent, et je crois qu'en fait quand on va trop loin, ça a l'effet inverse. Donc moi je ne suis pas favorable à ça. En revanche, ça montre aussi quand même toute la détresse et le niveau de préoccupation de beaucoup de parents aujourd'hui sur cette question-là. C'est pour ça que ça me conforte dans l'idée que c'est une question essentielle. Bah dans le même, je dirais, registre un peu peut-être radical, ou en tout cas d'un souhait d'une action un peu forte de la puissance publique, il y avait le côté, on voudrait interdire les jouets connectés pour les enfants de moins de 3 ans. Oui, le problème, encore une fois, c'est, voilà, une fois que vous donnez une limite d'âge, comment est-ce que vous la contrôlez? Comment est-ce que vous la contrôlez? Mais de toute façon, je veux dire, au départ, normalement, c'est absolument zéro écran avant 3 ans. Ça n'a absolument aucun intérêt pour un enfant. Parce que je voyais quelqu'un qui parlait de dire que les jeux vidéo permettent d'apprendre l'anglais. En réalité, tout ce que vous faites par vidéo, vous avez une capacité de mémorisation qui est beaucoup plus faible que quand vous lisez un livre, que quand vous écoutez quelque chose d'audio. Donc ça ne fonctionne pas, et c'est aussi du temps qui est pris sur justement d'autres apprentissages, quoi. Donc oui, il faut qu'on aille là-dessus, mais je suis moins allée sur la partie technique. J'ai des échanges, encore une fois, avec les plateformes, notamment pour voir et je pense qu'il y a un dialogue à avoir avec eux là-dessus. Mais c'est quand même assez compliqué. Et les plateformes étaient sensibles à ce sujet-là, ou globalement Oui, ils y travaillent, ils ont des outils de contrôle parental. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que souvent la présentation qui est faite, j'étais l'autre jour justement à un déjeuner où on parlait de ces questions-là, et Google montrait une étude Ipsos en disant voilà la perception des parents, voilà la perception des adultes. Donc, et on a le sentiment qu'en réalité leurs outils vont être conçus non pas à partir de ce qu'on sait, juste encore une fois des données scientifiques sur les effets, mais sur les attentes de leurs consommateurs. Et encore une fois, il peut y avoir, à mon avis, un sacré hiatus entre... et l'étude le montrait, c'est-à-dire que les parents étaient inquiets pour tout un tas de trucs, mais à mon avis, ils passaient parfois à côté de la question justement des apprentissages, du langage, de l'alimentation. Enfin, sur ces effets-là, il faut qu'on parte non pas sur des perceptions ou des craintes qui sont subjectives, mais plutôt sur des données. Voilà. Comment vous avez pu faire pour essayer de convaincre les participants, ou même le public en général, que votre loi n'est pas technophobe? Que revendiquer de la régulation, c'est pas être contre le progrès, ou c'est pas vouloir rentrer dans les familles. Aussi, on a eu quelques contributions, pardon, je l'ai pas dit, sur le fait que c'était absolument pas votre rôle en tant que législateur d'aller rentrer dans les maisons, et qu'il fallait d'abord revenir quand même à un moment donné à l'éducation parentale. Oui, parce que, encore une fois, moi, c'est pour ça que je considère qu'un certain nombre de propositions sont très radicales et qu'il ne faut pas interdire, ou par exemple, qu'il n'y ait plus du tout d'écran dans les établissements scolaires. C'est que justement, j'y vois beaucoup d'intérêt quand on les utilise à bon escient. Et ma proposition de loi, elle n'est absolument pas, elle n'est pas du tout de l'ordre de l'interdit ou de la sanction. Elle est vraiment dans l'idée de donner à tout le monde le même niveau d'information. Et après, chacun choisit. Évidemment que chaque parent éduque son enfant comme il l'entend, que les enseignants, après, peuvent aussi organiser leurs cours. Je voyais un enseignant qui avait créé un compte Twitter pour sa classe. Donc, mais moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un espèce de différentiel d'informations sur ce sujet-là, qu'on a des parents qui sont très informés, d'autres qui ne le sont pas du tout, et qu'il y a une question, il y a un enjeu d'égalité des chances, quoi. C'est pour ça qu'il faut construire une politique qui soit vraiment de l'ordre encore une fois, de la formation, de la sensibilisation, de la prévention. Et après, chacun fait ce qu'il fait. Enfin, je crois que, le fait de donner la bonne information à quelqu'un ne réduit pas sa liberté, bien au contraire. Voilà. Et donc ne le limite pas du tout dans son utilisation de la technologie. En revanche, ça lui permet, à mon avis, d'en faire le meilleur usage possible et d'en tirer le meilleur parti possible. On a une contribution un peu en ce sens pour rappeler aussi
par rapport aux jeux vidéo, que ce n'est pas souvent l'exercice solitaire de la personne face à son écran, mais que c'est parfois aussi des exercices communautaires. Alors là, on a l'exemple de quelqu'un qui a appris l'anglais en dialoguant sur Discord avec d'autres personnes et qui finalement a eu son apprentissage bien plus facilement par les jeux vidéo et du coup par les écrans que par l'école elle-même. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Alors, moi j'entends beaucoup d'exemples individuels et j'ai entendu aussi beaucoup d'exemples inverses avec des gens qui me disaient qu'ils avaient vu certains de leurs proches tomber dans des situations absolument dramatiques du fait de ça. Encore une fois, je crois que, ou j'entends aussi beaucoup d'adultes me dire moi quand j'étais petit, je passais ma vie devant la télé et regardez ce que je suis devenu. Je ne crois pas qu'on puisse partir de situations et d'exemples individuels pour en déduire une situation et un constat général. C'est pour ça qu'encore une fois, moi, je me suis basée sur des études scientifiques, sur des données qui concernent des cohortes entières et qui montrent que globalement, ça a un effet. Vous aurez toujours un individu qui aura regardé la télé depuis qu'il a 2 mois, je ne sais pas combien d'heures par jour, et qui malgré tout aura, parce que pour tout un tas de raisons, évidemment. Mais globalement, je maintiens que ça a un effet sur les performances scolaires. Sur cette question-là, vraiment, je reviens aussi d'un certain nombre de contributions qui étaient sur le rôle du législateur et du fait que ce n'est pas sa place de rentrer un peu dans les familles. Est-ce que vous, ça ressemble quasiment à une position un peu philosophique ou de principe? Est-ce que vous avez eu le sentiment, en rédigeant cette loi, de rentrer dans l'intimité des gens et d'aller à l'encontre de leur exercice? Je caricature elle-même le propos des participants, donc je vais modérer un peu mon propos. Mais est-ce que ça vous pose problème en tant que législateur d'imposer ou en tout cas de proposer des choses directement à des parents par rapport à leurs enfants? Alors je crois qu'au contraire, il en va de ma responsabilité de législateur et je crois qu'il en va aussi de la responsabilité de la puissance publique que de considérer qu'à partir du moment où elle constate un risque suffisamment important, suffisamment significatif, suffisamment avéré, eh bien qu'elle donne les moyens à ceux qui y sont exposés de s'en prémunir. Je veux dire, de la même façon qu'on le fait sur tous les risques de santé publique. Hein. Je pense aux addictions, je pense à la question par exemple du sport. On constate aujourd'hui que la pratique du sport, elle diminue et ça a tout un tas d'effets sur l'obésité, sur tout un... Donc évidemment, et moi je siège à la commission d'affaires sociales où on a beaucoup de débats sur tous ces sujets-là. On vote chaque année des crédits importants pour réduire le tabagisme, réduire aussi la consommation d'alcool. Ça me paraît, donc, et j'ai encore une fois pas le sentiment de m'immiscer puisqu'il ne s'agit que de donner les informations et dans les mesures, en l'occurrence le carnet de grossesse, le carnet de santé, vous voyez, ce sont des éléments, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais vous avez beaucoup de conseils aux parents pour qu'ils sachent comment donner une bonne alimentation à leur enfant, comment est-ce qu'il peut se développer à la fois sur le plan moteur, sur le plan cognitif. Et ça n'est pas une intrusion, mais plutôt au contraire, à mon avis, la chance aussi de notre modèle qui finance, qui encadre, qui donne des moyens, y compris par des services de PMI, aux parents, et c'était aussi le travail d'Adrien Taquet avec sa démarche sur les 1000 premiers jours, des outils pour finalement pouvoir éduquer leurs enfants dans les meilleures conditions. Parce que ce que vous avez rencontré, c'est aussi un certain nombre de parents conscients de la problématique, mais un peu démunis sur les solutions à mettre en œuvre. Non pas qu'ils ignorent la situation, mais qu'ils sont un peu désemparés eux-mêmes et qu'ils ne savent pas trop la gérer. Et qui finalement, ils sont eux-mêmes demandeurs de conseils et d'accompagnement. Oui, moi j'ai constaté en effet, et j'ai aussi constaté peut-être aussi une différence de sensibilisation sur ces sujets-là. On répète souvent qu'effectivement cet exemple assez frappant des cadres de la Silicon Valley qui mettent leurs propres enfants dans des écoles sans écran. Qui sont les premiers à protéger leurs écrans, leurs enfants de l'usage des réseaux sociaux parce qu'ils connaissent bien tous les risques en fait des modèles puisqu'ils les ont conçus. Donc je crois qu'il y a un sujet encore une fois de donner à tout le monde le même niveau d'information. Et ceux qui sont déjà au courant, déjà au fait de cela, ils n'en auront pas besoin. Et ça n'est pas... je dirais que c'est pas quelque chose qui va les envahir non plus. Vous voyez, un carnet de santé, si vous n'avez pas envie de le lire, vous ne le lisez pas. Il y a Gababi qui vous interpelle. Est-ce que votre loi peut faire quelque chose pour que les parents n'aient pas le sentiment d'être ringards
lorsque vis-à-vis de leurs enfants, ils leur demandent de décrocher leur téléphone, enfin de décrocher justement, de décrocher de leur téléphone ou de leur portable. Ah, malheureusement, moi, en tant que mère de 3 enfants, je crois qu'on passera forcément pour des ringards, quoi qu'on fasse, mais moi, j'ai un peu abandonné ce combat-là. Oui, non, mais après, c'est vrai qu'il y a une différence comment dire, il y a un effet générationnel très fort. Hein. Ouais. Moi, je ne suis pas née avec Internet et je vois bien avec mes enfants qui... Mais c'est pour ça que c'est important aussi d'en parler avec eux. Hein. Et encore une fois, il ne s'agit pas de leur interdire du tout tout ça. Hein. Moi, mes enfants se sont équipés en fonction de leur âge, mais plutôt d'accompagner cela pour que ça soit, voilà, ça soit une chance et pas Twitcher. Ah bon, qui a dit Twitcher? Pas moi. Ah, c'est peut-être moi. C'est pas impossible. Peut-être bien que le bon terme, c'est streamer et pas twitcher. Déjà, on dit peut-être twitcher, on dit twitcher correctement, donc vous devriez reconnaître qu'on progresse. Je pense que c'est un message plus personnel. Écoutez, en tout cas, si vous avez encore quelques questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser. Sur Côté Purpose, donc, on a publié la synthèse de vos contributions, on espère. On a tout lu et on a bien aimé vous lire, donc on espère que vous allez trouver que c'est une restitution fidèle. On ouvre une phase aussi en ligne dès ce soir de mobilisation, c'est-à-dire si vous pouvez vous-même juger le travail qui a été accompli et vous pouvez prendre connaissance de la proposition de loi. Donc vous êtes invité à la soutenir. Je pense que ce sera important déjà pour au moins valider un peu la proposition de loi. Puis peut-être aussi, vous connaissez comment ça marche quand même. Plus il y a de monde pour soutenir une proposition de loi, plus ça vous aidera, vous, à montrer que ce n'est pas un combat solitaire, mais au contraire, il y a beaucoup de monde derrière. Et que ça aidera probablement, petit à petit, avec des petits cailloux, à faire avancer votre combat et votre cause. Tout à fait. Donc effectivement, merci à tous ceux qui ont suivi la démarche depuis le début, qui ont pris le temps de déposer des contributions. Et voilà, évidemment, merci à ceux qui viendront la co-signer aussi. Alors, il y a une question, oui, d'Agbella. Il y a quoi dans les articles? On les a bordés régulièrement. Il y en a 5 avec un premier article un peu dense. Après, si vous êtes là et que vous n'êtes pas pressé, on peut les lire et les aborder plus en détail s'il y a un besoin. Oui, je n'ai pas suivi, mais je vais suivre. Elle sera en ligne. Après, ça ne vaut pas le coup de forcer. Enfin, on peut les relire, on peut revenir régulièrement. C'est un peu à vous de nous dire là sur le chat. Et comment on co-signe? On va sur Purpose. L'étape est ouverte. Globalement, c'est pas très compliqué. Hein. Il faut juste dire je soutiens et éventuellement laisser juste votre nom et prénom pour qu'au besoin, on puisse, le jour venu, montrer que c'est bien des vrais gens qui ont signé cette proposition de loi et ce n'est pas des robots ou qui que ce soit. Donc c'est en ligne sur Purpose dès ce soir, aux côtés de la proposition de loi fraîchement rédigée. Et je vous invite à surtout lire l'exposé des motifs parce que c'est ce qui est le plus clair, parce que honnêtement, les articles tels qu'ils sont rédigés, c'est un peu du jargon juridique. Donc, mais l'exposé des motifs, il décrit bien l'objectif global et les dispositions contenues dans chaque article. Peut-être juste si ça vous ennuie pas trop et que vous avez encore un peu de temps de rappeler au moins peut-être le premier article ou les dispositions. Oui. Alors, on vous fait que le premier article, sinon on pourrait y passer la. Donc le premier article, c'est un peu le plus important, c'est l'idée de mettre en place, ce que je disais au début, une politique publique de prévention des risques liés aux écrans, avec de façon plus formelle l'insertion d'un chapitre dédié dans le code de santé publique. Donc on rajoute un nouveau titre à ce code, de la même façon que d'autres titres vont traiter de la question du tabagisme, de l'alcoolisme. Et dans ce cadre-là, cette politique de prévention, qu'est-ce qu'elle comporte? Eh bien, elle comporte la mise en place d'une plateforme d'information à destination des parents, des outils de mesure de cette exposition, parce que bien souvent, ce que l'on remarque, c'est que les adultes minorent le temps passé devant les écrans de leurs enfants. Et donc, c'est important d'arriver à bien mesurer ça. Cet article, il prévoit aussi la formation des professionnels de santé du secteur médico-social et des professionnels de la petite enfance, donc voilà, en incluant les assistantes maternelles, les puéricultrices et tous les travailleurs sociaux, voilà, qui travaillent au contact avec les enfants, ce qui leur permet évidemment de réguler eux-mêmes leur utilisation des écrans, mais aussi de former, de sensibiliser les parents, pourquoi pas dans le cadre de réunions d'information. Il y a ensuite la question des messages de prévention sur l'ensemble des devices, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, pour informer des dangers. Et
le dernier point, c'est la régulation de ces écrans au sein des établissements scolaires, mais aussi des établissements qui accueillent des jeunes enfants, haltes garderies, crèches, pour qu'on n'ait pas encore, là, une fois, dans certains établissements, des nourrissons ou des jeunes enfants qui seraient exposés de façon trop importante. Voilà. C'était l'article 1, il vous en reste 4 autres à découvrir en ligne sur Purpose. N'hésitez pas si vous avez dernières questions. En tout cas, c'est non pas la fin de cette séquence sur la proposition de loi parce que c'est live, puisque déjà on espère surtout que cette proposition de loi va aboutir et que votre combat va aussi revenir dans le débat public et que du coup, si jamais vous l'acceptez, on pourra revenir dans 6 mois quand ça deviendra une proposition de loi et qu'elle sera désormais à l'ordre du jour. Mais en tout cas, voilà, c'est la première clôture ou la première étape qui est assez importante. Reste l'étape du portage qui va être au moins aussi importante. Vous pourrez moins contribuer, mais vous pourrez soutenir cette démarche. C'est ce qu'on vous invite à faire. Mais c'est une autre partie qui s'annonce pour vous. Juste une dernière question avant qu'éventuellement vous puissiez vous-même aussi poser vos questions sur le chat. Ça ressemble à quoi l'ambiance à l'Assemblée en ce moment lorsque vous êtes à 15 jours de la fermeture, en tout cas fermeture symbolique, réelle? Enfin, ça va pas vraiment, les bureaux ne vont pas fermer, on imagine? Alors effectivement, l'Assemblée suspend ses travaux la semaine prochaine, donc c'est une ambiance un peu particulière, parce qu'on a des couloirs qui se vident, et puis voilà, et puis chacun organise quand même les semaines à venir, parce qu'on continue d'être député jusqu'à la fin de notre mandat, que les élections législatives, elles n'auront lieu que 8 semaines après le deuxième tour de l'élection présidentielle, donc ça laisse en réalité beaucoup de temps. Donc là, on est effectivement dans une période un peu triste même. Je crois que beaucoup de gens sont un peu tristes de se dire que peut-être ils ne remettront jamais les pieds là. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la durée de mandat est fixée par la Constitution et donc effectivement, il arrive à terme au mois de juin. Ils sont à peu près tous de retour en circonscription pour à peu près 3-4 mois, au final, plus la campagne présidentielle aussi. Oui, avec des allers-retours, c'est-à-dire que par exemple, nous on a des missions flash, moi au sein de ma commission d'affaires sociales, qui débutent maintenant et donc qu'on présentera en mars, début mars, sur la question de l'affaire Orpea. Donc en réalité, on a des travaux qui se prolongent un petit peu, voilà. On aura peut-être d'autres sujets qui vont arriver. Moi par exemple, je vais aller faire le tour un petit peu, je vais aller voir un certain nombre de collègues pour faire des réunions publiques sur cette question-là au mois de février, de mars. Donc on a toujours plein de choses à faire. On ne s'inquiète pas pour vous. Voilà. Écoutez, merci à vous. Vous avez quelques remerciements aussi sur le chat. Donc Nat, n'hésitez pas à soutenir directement cette proposition de loi. Chaque proposition et chaque soutien comptera pour pouvoir faire avancer ce sujet. Merci beaucoup à tous, bonne soirée et puis à bientôt et bonne chance à vous pour le portage de cette proposition de loi. Merci beaucoup et j'en profite vraiment pour remercier toute l'équipe de Purpose qui a fait un très beau travail de construction à la fois dans la proposition de loi mais aussi dans la mobilisation et je crois que c'est quand même un des enjeux principaux d'associer plus directement les citoyens à ce que l'on fait, nous, à l'Assemblée nationale. Donc vraiment, merci pour ce que vous faites et ce que vous avez fait en particulier pour ce sujet-là. Voilà. C'était une expérimentation, donc vous avez fait partie de cette expérimentation. Merci à vous d'avoir joué le jeu complètement. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.